Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Parvis des Fiz. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ici à Passy. Je remercie vraiment tout particulièrement Ludovic Ravanel de nous faire le plaisir de venir ce soir et de nous présenter une partie de ses travaux. C'est une conférence qui s'annonce vraiment passionnante. Alors, je vois pas mal de monde d'élus. Je salue quelques élus du territoire du Pays du Mont-Blanc. Je vois Christophe de Megève. Il est peut-être pas le seul. En tout cas, on est content de vous accueillir ici. Et on voit que le sujet bon, passionne et d'autant plus après un été aussi caniculaire que l'on vient de vivre, on voit les effets assez rapides sur nos massifs. Alors bon, la montagne n'a pas toujours eu cette forme-là. Je pense que c'est ce que nous montrera Ludovic Ravanel et surtout ses évolutions. Entre les traces de dinosaures à Émosson qui ont 240, enfin les ancêtres des dinosaures hein, qui ont 240 millions d'années, et puis la lagune qui occupait le secteur. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et puis là, on est dans une phase d'accélération qui est quand même assez inquiétante, mais qui mérite en tout cas beaucoup d'attention. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'élus du territoire, hein, je précise, c'est que la prise de conscience, tout le monde l'a aujourd'hui sur les effets du réchauffement climatique et les origines. Hein, il y a quand même un consensus, ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, hein, sur les effets du réchauffement et surtout sur les causes remontent quand même beaucoup à l'activité humaine, surtout après la fin du 19e siècle et le début de l'ère dite moderne. Ce qui nous importe en tant que décideurs locaux, mais ça doit être le cas au niveau national et international, c'est de mettre en place des politiques publiques qui permettent de lutter contre les effets du réchauffement climatique. C'est long, ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent, il faut convaincre. C'est pas toujours facile, hein, c'est ce qu'on évoquait avant de démarrer, mais c'est une tâche de longue haleine et il faut qu'on y prenne tous notre part. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite nous ici à Passy. Et c'est pour cette raison qu'on a postulé à l'association Ville des Alpes et que nous avons été élus Ville des Alpes de l'année 2022 et qu'on a mis en place tout un cycle de conférences. Donc ce soir, c'est la seconde, après une première introduction sur le réchauffement climatique qui a eu lieu fin juin de mémoire, et il y en aura une autre au mois d'octobre. Ça fait partie donc ces conférences de notre année Ville des Alpes qui surtout sont au cœur de nos politiques publiques, les actions qui sont menées en termes de développement durable. Voilà. En tout cas, je remercie une nouvelle fois Ludovic d'être parmi nous et puis je vais lui laisser la parole pour une conférence. Et puis je pense qu'il y aura un moment de questions-réponses hein, à la fin, comme la dernière fois. N'hésitez pas à poser vos questions parce que le but c'est d'échanger avec vous. Voilà, merci à tous. Merci Monsieur le maire, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de faire un peu comme les vaches, de démontagner. Je viens de pas loin, je viens de Chamonix, et c'est vrai qu'en ce moment, ils me voient assez peu au laboratoire parce que justement l'été caniculaire 2022 nous pose pas mal de soucis et nous questionne en termes de science. Et donc je vais essayer de vous éveiller à ces questions-là, même si j'imagine que vous l'êtes déjà passablement compte tenu de cet environnement que vous côtoyez quasiment tous les jours. Alors, donc moi c'est Ludo Ravanel, je me présente en tant que géomorphologue. Je travaille beaucoup sur les glaciers, mais pas que, donc je ne suis pas uniquement glaciologue. Je travaille finalement sur tous les environnements de haute montagne, et en particulier tout ce qui se casse la gueule au-dessus de 2500 mètres d'altitude. La roche, la glace, les bâtiments, les alpinistes, voilà, tout ça c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle EDITEM. Ça veut dire Environnement et dynamique des territoires de montagne. C'est basé à Chambéry. On est à cheval sur l'Université Savoie-Mont-Blanc et le CNRS. Donc, il y a des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Moi, en l'occurrence, je suis chercheur. J'enseigne néanmoins, puisque aujourd'hui, quand on aime bien enlever des enseignants-chercheurs pour faire enseigner davantage les chercheurs, il paraît que financièrement, c'est plus intéressant. Nous aussi, ça nous oblige aussi à adapter notre discours aux étudiants. Donc, c'est pas inintéressant. Et je fais également partie de la compagnie des guides, ce qui me permet d'appréhender ces environnements d'une manière assez particulière, peut-être par rapport à d'autres collègues. Donc, cette conférence, elle vient entre deux autres. Vous en aurez une le 5 octobre. J'ai regardé sur le site internet de Passy pour voir justement, pour pas me tromper de date. Et en même temps que je vérifiais la date, j'ai vu qu'il s'était passé quand même des choses assez particulières ici cet été. Il semblerait qu'il y ait eu des vagues de chaleur, des canicules, des sécheresses. Alors, étant à Chamonix, évidemment, j'étais pas complètement étonné. Ça, c'est les relevés de température à Chamonix sur les étés. Donc, c'est uniquement les températures estivales. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des records qui ont été battus à Passy. Mais ces records ont été également battus à Chamonix.
et plein d'endroits ailleurs dans les Alpes occidentales et en Europe occidentale d'une manière générale. Alors on a eu effectivement une grosse sécheresse, on va en reparler. On a eu des températures très élevées. Vous avez dû entendre que mi-juin, on a eu jusqu'à 10,4 degrés à proximité du sommet du Mont Blanc, au col Major, 4750 mètres d'altitude. Donc c'est des températures qu'on a très probablement jamais connues. Il y avait un petit record qui datait de 2019. Il a été battu assez largement. Donc des conséquences sur les glaciers, on va en reparler, des conséquences sur le permafrost, vous savez, cette température qui tend à maintenir en place les hautes montagnes. Voilà un petit peu ce qui va nous occuper la soirée. Et pour mettre les choses un petit peu en perspective et reprendre finalement le cours des choses par rapport à ce que Jean-Baptiste a pu vous dire au mois de juin, voilà en gros le climat de la Terre, donc un climat qui est extrêmement changeant depuis des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions d'années. Nous, on se situe à droite, et vous voyez que j'ai mis deux petits points. Alors, du point de vue géologique, on se situe dans une ère qui s'appelle l'ère quaternaire, depuis globalement 2,5 millions d'années. Cette ère quaternaire, elle se distingue de l'ère tertiaire par deux choses. Déjà, du point de vue climatique, vous voyez que les températures sont nettement plus fraîches. D'ailleurs, cette période, elle est caractérisée par une alternance entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Il y en a eu plusieurs dizaines de cycles comme ça. Et puis, un deuxième phénomène particulier, un deuxième facteur qui a fait que les géologues ont voulu clore l'ère tertiaire pour déclencher l'ère quaternaire, c'est le développement d'une drôle d'espèce dont on est autant de représentants ici ce soir. Dans cette période quaternaire, eh bien, on a la dernière période glaciaire qui s'appelle le Würm, qui s'est terminée il y a à peu près 12 000 ans, avec une période un peu intermédiaire que l'on appelle le tardiglaciaire. Et donc aujourd'hui, on est dans une période dite interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, depuis un petit peu moins de 12 000 ans. Et dans cette période interglaciaire, eh bien, on a des périodes plutôt chaudes comme actuellement, et puis des périodes plus fraîches. La dernière petite période froide, c'est ce que l'on appelle le petit âge glaciaire, globalement entre les années 1250 et 1850, plusieurs siècles au cours desquels l'hiver il neigeait beaucoup, donc beaucoup de glace se formait, et les étés étaient relativement frais, ce qui permettait justement aux glaciers de ne pas trop fondre, et l'un dans l'autre, nos glaciers ont pu comme ça redescendre jusque dans les vallées. Et puis, donc tout à droite, vous avez effectivement deux dates, 2050 et 2100. C'est à peu près ce qu'on nous prévoit en termes de température. Et vous voyez que si on fait des tiretés jusque dans le passé, eh bien les températures que l'on nous prévoit pour 2100, on ne les a pas connues depuis à peu près 15 millions d'années. Donc dire que les choses sont cycliques, pas de problème. Par contre, ce cycle, il est complètement dévasté par l'effet de l'homme. Il y a à peu près 9 dixièmes aujourd'hui du réchauffement climatique qui est d'origine anthropique. Donc OK pour les cycles naturels, par contre, ne leur faisons pas trop dire. Alors comment est-ce qu'on connaît toutes ces températures depuis si longtemps? Alors on a déjà beaucoup étudié les sédiments au fond des mers. En fait, il y a plein d'éléments qui peuvent donner une indication concernant les climats du passé. Par contre, il y a une archive qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'archive glaciaire, et notamment au niveau du pôle sud, au niveau de l'Antarctide qui couvre l'Antarctique. On a un glacier qui, par endroits, est extrêmement épais et qui eh bien, correspond à un enregistrement de plusieurs millions d'années. Il se trouve qu'on a un très très grand nombre de couches de glace, et dans ces couches de glace, eh bien, on arrive à retrouver des éléments, par exemple des isotopes de l'oxygène, qui donnent une indication extrêmement fiable de la température qu'il y a eu à telle ou telle époque. Alors on a des carottages tout à fait historiques. Vous avez peut-être entendu parler de Vostok notamment, qui a permis de récupérer une carotte permettant de remonter sur 400 000 ans. Il y a des carottes à Dôme F, il y a des carottes dans le site de forage d'Epica. Il y a d'autres carottes encore plus récentes. Aujourd'hui, on a des carottes qui sont longues de plus de 3,5 km et qui permettent de remonter maintenant sur plus d'1 million d'années. Alors la publication qui a fait énormément avancer la science climatique, les sciences du climat, c'est quelque chose qui a été publié par des Grenoblois, petit cocorico, en 1999. C'est cette figure qui montre une corrélation absolument parfaite
entre deux gaz à effet de serre que vous connaissez très bien, le dioxyde de carbone et le méthane. Et on voit effectivement que les températures sont tout à fait indexées sur ces niveaux-là. Donc ici, vous avez c'est pas dans le sens droite-gauche, là faut partir de, justement c'est dans le sens droite-gauche, faut partir de la droite, c'est le plus ancien, vers la gauche. Et vous voyez que sur la période récente, on a une explosion à la fois de la quantité des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère et également des températures. Donc ça a été publié en 99. À l'époque, on avait une certaine quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et malheureusement, depuis 99, on n'a fait que en rajouter. Et vous voyez qu'on est très très au-dessus des valeurs de la fin du XXe siècle. On est passé ainsi de 1600 parties par billion en volume pour le méthane à 1895. L'évolution est sensiblement similaire pour le dioxyde de carbone et ça fait monter les températures. Alors, sur la période récente, le climat, on le connaît bien puisqu'on le mesure à l'aide de capteurs de température. Ici, vous avez une courbe un tout petit peu différente de celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était uniquement les températures estivales. Là, ce sont les températures moyennes annuelles à Chamonix. On voit qu'il y a déjà eu des périodes plutôt douces dans le dernier siècle et demi, ou plutôt dans le dernier siècle, hein, puisque les températures à Chamonix, elles sont mesurées depuis 1934. Et on voit que les années 40 notamment avaient déjà été une décennie relativement chaude. Et par contre, depuis le milieu des années 90, on voit que ces températures explosent. Et là, on n'a pas encore 2022 pour compléter la figure. À Chamonix, donc, sur cet espace de temps, donc depuis les premières mesures, si on regarde les tendances, eh bien, on est à plus de 2 degrés, ce qui est évidemment énorme et ce qui est beaucoup plus qu'à l'échelle de la planète tout entière. Et ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette question-là, c'est-à-dire que les températures en montagne se réchauffent 2 à 3 fois plus rapidement qu'à l'échelle de la planète tout entière. Il y a plusieurs paramètres explicatifs et l'un des principaux paramètres, c'est le fait que les glaciers, la neige, normalement c'est blanc, ça renvoie le rayonnement solaire et quand ces masses de glace et de neige fondent, eh bien à la place on a de la roche qui a plutôt tendance à emmagasiner la chaleur et à la restituer localement, d'où cette accélération. On parle en sciences de rétroaction positive. Plus il fait chaud, moins il y a de glace, moins il y a de glace, plus il y a de roche, plus il y a de roche, plus il fait chaud. Et c'est exactement pareil avec le méthane issu du permafrost en Arctique par exemple. Plus il fait chaud, plus le permafrost se dégrade, plus ça relargue de méthane, et donc plus il fait chaud. Et ça, c'est des choses qui étaient relativement mal comprises dans des derniers rapports du GIEC, qui sont de mieux en mieux pris en compte, et dès lors, eh bien, on voit que chaque rapport est finalement pire que le précédent, et c'est notamment lié à une meilleure compréhension du système climatique et des boucles de rétroaction positives. Alors parlons un petit peu de 2002. 2022 plutôt. Pour moi, c'est un peu un troisième coup d'accélérateur. On en parlait avec Monsieur le maire tout à l'heure. Pour moi, le premier coup d'accélérateur, c'est 2003, première grosse canicule. On a vu que les glaciers se retiraient potentiellement extrêmement vite. On a vu que les parois rocheuses du massif du Mont Blanc, le granit, la protogine des anciens géologues, eh bien, ne tenaient pas forcément partout debout. Et ça a été l'occasion d'une prise de conscience à la fois chez les montagnards, mais également chez les scientifiques. Donc avec des glaciologues, des géomorphologues qui se sont mis à travailler notamment sur des questions de permafrost. Et c'est vrai qu'en 2003, personne ne parlait de permafrost dans les Alpes. Pourtant, le permafrost était bien présent. Mais comme il ne se passait pas grand-chose et que les températures restaient relativement constantes à haute altitude, c'est vrai qu'on ne travaillait pas sur ces questions. Et c'est justement l'été caniculaire 2003, plus un événement particulier du côté des Drues dans la face ouest, avec l'écroulement de 292 000 m3. Là, on s'est dit quand même, quelque chose se produit. En 2003, j'étais gardien d'un petit refuge, le refuge de la Charpoix, et j'avais fait un très mauvais chiffre d'affaires cette saison-là. J'avais passé tout mon temps sur la grosse pierre qui est juste devant le refuge à bronzer parce que tout simplement les alpinistes n'étaient pas au rendez-vous, parce que les parois s'écroulaient, parce que les rimées étaient béantes, parce que les glaciers étaient déjà en très mauvais état à cette époque-là. Et donc on a revu ça en 2015, 2015 qui avait été un été particulièrement caniculaire lui aussi, un petit peu à la mesure de 2003, légèrement moins. Ça s'était aussi traduit par un retrait glaciaire très fort, par une dégradation accrue du permafrost. Et puis surtout, depuis 2015, depuis ce deuxième coup d'accélérateur, quasiment tous les étés sont caniculaires. 2015,
2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Il n'y a finalement que 2016 et 2021 qui ont été un petit peu plus frais. Encore que si on regarde les tendances, ça a été quand même plutôt chaud, même si nous, on a eu une impression de relative fraîcheur. Donc une canicule, enfin même 3 voire 4 épisodes caniculaires qui se sont installés sur nos régions au cours de 2022 décidément. Et une des grandes différences par rapport aux étés caniculaires précédents, c'est la précocité de la première canicule. Mi-juin, c'est quelque chose qui n'avait pas été encore... On avait vu en 2019 une canicule fin juin, mais mi-juin, c'est réellement la plus précoce. Et avec cet épisode caniculaire, notamment en juillet, on a vu l'isotherme monter, monter, monter. Donc l'isotherme 0 degré à plus de 5000 mètres d'altitude. Et c'est comme ça qu'on a mesuré donc, jusqu'à des températures supérieures à 10 degrés à proximité du sommet du Mont Blanc. Alors, il y en a qui vont nous dire « Ah ouais, mais vous êtes trop jeune, vous ne vous souvenez pas de 76. 76, ça va été beaucoup plus chaud, ça va été beaucoup plus sec. » Bon, alors regardons les températures. Ici, vous avez Bourg-Saint-Maurice. Et on a regardé donc juin-juillet. Il n'y avait pas encore les données du mois d'août à ce moment-là. Et ben, les températures maximales moyennes, on voit que 2022, c'est beaucoup plus chaud que 2003, c'est plus chaud que 76. Et en termes de quantité de précipitations, on voit que l'été 2022 a été beaucoup plus sec que l'été 76, que certaines personnes voudraient nous faire croire comme étant beaucoup plus dantesque par rapport aux conditions pour la végétation, pour l'environnement, etc. Donc oui, 2022 est catastrophique, autant du point de vue des températures que du point de vue de précipitations très très faibles. Alors qu'est-ce qui se passe à Passy? Voilà, j'ai essayé de m'intéresser quand même un peu au territoire local. Alors Passy, on a de la chance, comme Chamonix, hein, on se trouve sur la partie basse droite de la carte, dans un territoire qui s'appelle Arves-Amont. Et Arves-Amont, ouf, on n'est pas au même niveau de problématiques que d'autres territoires, comme la vallée du Fier, par exemple, secteur proche d'Annecy, où là, l'alerte était renforcée, voire on était en situation de crise. Donc c'est vrai qu'on s'en est plutôt bien sorti, et on comprend relativement facilement pourquoi, hein, parce qu'on a quand même une proximité importante avec des glaciers, avec des ressources hydrogéologiques dont on reparlera tout à l'heure. Donc c'est vrai que dans cet été catastrophique, finalement, on a la chance de s'en sortir pas mal. Et puis on a la chance également d'avoir l'altitude avec nous, puisque le gradient altitudinal fait quand même qu'on est un peu moins chaud que les autres. C'est d'ailleurs ce qui permet aussi d'avoir éventuellement des afflux touristiques un peu plus importants sur ce type d'été. Il y a quelque chose qui s'appelle le tourisme climatique. Tout simplement, les gens viennent se mettre au frais parce que ça devient insupportable en ville. Et même sur les littoraux, parfois, ça ne l'est pas beaucoup plus. Alors, cher passerand, eh bien, vous êtes sur un territoire d'à peu près 80 km², entre un peu plus de 500 mètres d'altitude et presque 3000 mètres. Un territoire donc un petit peu tarbiscoté. On se dit que vous pourriez annexer Servoz, hein, ce serait plus logique en termes de territoire. Et en termes de ressources, on a d'abord l'Arve. Alors effectivement, l'Arve, on va en reparler parce que du point de vue de l'environnement local, c'est quelque chose de très important. Autre point très important, c'est tout le système karstique qui domine Passy et qui, géologiquement, évidemment, a un intérêt. Et puis, on a plein de petites ressources cachées, plus ou moins cachées. Le lac d'Anterne, il n'est pas si caché que ça, mais il fait partie des ressources hydrologiques du territoire, même si on sait que ces eaux, elles ont tendance à alimenter nos copains de la vallée d'à côté. Alors, l'Arve, c'est un torrent, une rivière assez particulière. Vous voyez qu'à l'échelle de l'ensemble de la région Rhône-Alpes, on a une couleur assez particulière qui correspond à un régime que l'on appelle un régime glaciaire. Et ce régime glaciaire, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est d'avoir un étiage, donc des basses eaux hivernales. Effectivement, je ne vous apprends rien, les glaciers ne fondent pas beaucoup l'hiver. Et puis par contre, cette ressource en eau, elle va nous arriver largement l'été, en particulier lors d'été caniculaires. Ensuite, l'Arve va prendre
un régime plutôt nival, c'est-à-dire influencé par la fonte de la neige. Donc là, on va avoir des eaux qui vont être soutenues, en particulier au printemps. Et puis un petit peu plus loin encore, on a un régime qui va devenir plutôt niveau pluvial, avec pas mal d'eau, en particulier l'automne et le printemps. Tout ça pour dire que l'Arve, on a la chance, dans nos régions au moins, d'avoir des eaux finalement assez abondantes tout au long de l'année, avec un étiage quand même relativement marqué l'hiver évidemment, mais c'est plutôt l'été qu'on a besoin de cette ressource. Donc au niveau passerand, eh bien, vous avez des affluents à la fois en rive gauche et en rive droite, hein. On ne va pas faire un cours de géographie, mais il y a quand même un réseau hydrographique qui est largement développé sur cette commune. On peut se poser la question quand même, par ce que je viens de raconter, de l'évolution de l'Arve, du futur de l'Arve, compte tenu de l'évolution des glaciers. Ça, c'est quelque chose qu'on va évidemment soulever. Alors, avant de parler de ça, on peut parler quand même des pressions qui vont affecter l'Arve en termes quantitatifs. Alors, on peut en citer quelques-unes de ces pressions. Il y a évidemment l'irrigation, il y a les gravières, les sablières qui vont modifier légèrement cet apport en eau. Il y a la neige artificielle. Cette problématique est plus importante encore dans d'autres secteurs, comme en Savoie. On a l'hydroélectricité aussi qui va influer sur la quantité d'eau. Les systèmes de refroidissement, alors là, on va plutôt parler des centrales nucléaires, donc ce sera un petit peu plus bas au niveau du Rhône que ça va jouer. L'alimentation en eau potable aussi qui peut influer sur cette quantité d'eau. Et donc, comme on sait que les glaciers quand même nous fournissent l'essentiel de l'eau qui arrive dans l'Arve, c'est intéressant de regarder quel va être l'effet du retrait des glaciers sur cette ressource en eau. Alors là, on est à peu près au niveau d'un pic, c'est-à-dire dans cette région occidentale des Alpes, on est à peu près au niveau d'un pic qui correspond au rapport entre les températures que l'on a aujourd'hui et l'englacement actuel. Donc on est à peu près au max, c'est-à-dire que on est au maximum de l'afflux d'eau issu des glaciers. Parce qu'après, quand il va faire plus chaud, effectivement, les glaciers vont fondre à des rythmes encore plus importants. Mais comme il y aura moins de glaciers, finalement, on aura moins d'eau à disposition. Donc on est à peu près au maximum. Et quand on regarde ces courbes-là, relatives à l'évolution des glaciers, alors, vous avez trois scénarios, plus 1, plus 1,5 et plus 2 degrés, avec entre parenthèses à l'échelle globale. Et ça, j'insiste beaucoup sur l'échelle globale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de scénarios glaciologiques, de scénarios climatiques, qui sont indexés sur ce qui va se passer à l'échelle de la planète tout entière. Or, on l'a dit tout à l'heure, les températures dans les Alpes se réchauffent 2 à 3 fois plus vite. Donc, un plus 1 degré dans nos régions, malheureusement, ça peut nous faire rire parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on sera exposé. Ni même plus 1,5 degré, ni même plus 2 degrés. On verra tout à l'heure ce que les climatologues justement nous prévoient, mais il faut avoir à l'esprit que chez nous, ça se réchauffera nettement plus rapidement. Donc ça veut dire que ces scénarios, finalement, c'est des scénarios vraiment à minima et très vraisemblablement, ce sera beaucoup plus grave. Donc les glaciers, effectivement, dans tous les cas, fondent, ce qui va produire de l'eau. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est cette figure où vous avez entièreté le passé, alors un passé pas très ancien, hein, c'est 2000-2020. Vous voyez que mai, juin, juillet, août, on a un pic d'apport en eau par les glaciers qui est important, estimé à un petit peu moins de 2 km3 pour ce secteur-là. Et avec plus 1 degré, ce pic se réduit, plus 2 degrés, le pic se réduit encore plus, et on peut imaginer que le pic auquel on sera confronté sera malheureusement beaucoup plus bas que celui présent sur cette figure. Voilà, donc ça c'était pour la partie Arve. Et deuxième élément fort de ce secteur-là, c'est le système karstique. Système karstique, donc un karst, c'est un volume une masse calcaire qui est érodée par les eaux de surface. Eaux de surface qui vont produire un paysage particulier, avec des lapiers, avec des dolines, etc. Et cette eau de surface va donc ensuite s'infiltrer à l'intérieur du système karstique, dans ce que l'on appelle l'endokarst. Et ce système karstique, ici, fait l'objet de précipitations quand même relativement importantes. Vous avez ici une carte qui est relativement ancienne, ça va peut-être changer un petit peu, mais on voit effectivement qu'on a
une relative sécheresse en fond de vallée, et plus on monte en altitude, plus on a de précipitations, et notamment au nord, sur notre système karstique, donc tout simplement, globalement sur le désert de Platée, on a quand même pas mal de précipitations. Et ça, c'est une bonne chose, d'autant que ces précipitations se font en partie sous forme nivale. Cette neige s'accumule à la surface du plateau, et ensuite, au printemps, en début d'été, eh bien, progressivement, cette eau arrive dans le système karstique, et elle va ressortir quelque part. Elle va ressortir quelque part. On voit ici sur cette carte IGN un certain nombre de résurgences, et notamment une qui est très importante, c'est celle qui est tout en haut, vers Prakoutan, et qui illustre justement le fonctionnement de ce système karstique. Alors ça, c'est un chiffre assez ancien, 450 litres par seconde. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans une publication qui date quand même de 1990. Ce serait intéressant de refaire cette mesure. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont un peu spécialistes de la question. Dans tous les cas, c'est une alimentation pour la vallée. Alors, le petit malheureusement, c'est quand même que ce système karstique, il n'est pas très très favorable aux passerangs. Les eaux vont plutôt partir de l'autre côté, du côté de Sixte, parce que tout simplement, les couches sont inclinées plutôt en direction de Sixte. Néanmoins, il y a une petite partie quand même qui finit de ce côté-là, et c'est tant mieux. Alors c'est tant mieux d'une manière générale pour l'alimentation en eau. Parfois, ça pose quand même problème, cette alimentation en eau, parce que quand elle arrive en trop grande quantité, que ce soit les eaux issues du karst ou les eaux météoriques, celles qui proviennent de la pluie ou de la fonte de la neige, eh bien parfois ça nous fait quelques catastrophes. Alors, il y a très longtemps, il y a 12-14 000 ans, il y a 10 km3 de terrain qui sont descendus depuis le secteur du Dérochoir. Ça, c'est une histoire très ancienne, mais sur l'histoire récente, vous savez quand même qu'on a quelques événements marquants, notamment des écroulements assez importants en 1471 et 1751. Il y a évidemment la catastrophe de 1970, où là, ce n'était pas un écroulement rocheux, mais plutôt une coulée boueuse qui s'est produite au printemps lors de la fonte de la neige. Et puis sur des périodes encore plus récentes, cette chaîne des Fises fait encore parler d'elle, comme ici illustré par cette photo de juillet l'an dernier. Voilà, donc de l'eau à disposition, c'est une bonne chose, notamment en contexte de changement climatique, avec augmentation de la fréquence des sécheresses. Par contre, ça pose aussi problème, et en matière de gestion, il faut garder ça en tête. Alors, quelles sont les autres ressources hydrogéologiques de notre secteur? Eh bien, vous avez quelques lacs, et notamment ce très beau lac d'Anterne ici. Et puis, des choses encore plus cachées. Vous avez peut-être entendu parler de la cave à glace d'Anterne. Alors, ce n'est pas la grotte la plus facilement accessible, hein. Il faut grimper dans du terrain qui est vraiment dégueulasse, pour s'exprimer ainsi. C'est une des seules caves à glace de ce type-là dans nos régions. Donc moi, elle m'intéresse beaucoup. Et on a démarré une étude il y a 2 ans, avec des capteurs de température, avec récupération d'échantillons de glace pour la dater, mise en place de balises pour voir comment ça évoluait. Et déjà entre 2020 et 2021, on a perdu en moyenne une quinzaine de centimètres. Donc sur des centaines de mètres carrés, ça fait déjà pas mal de glace en moins. Et quand on compare avec les toutes premières photos des premiers explorateurs de cette cave à glace, on voit que la bulle de glace a déjà beaucoup évolué. Et je pense que les données cette année, il faut que j'y remonte d'ici quelques jours ou quelques semaines. Je pense que l'été aura été beaucoup plus négatif que l'été précédent. Et puis, vous avez également 2 glaciers. Voilà, des petits glaciers juste à côté du Buet. Ah bah non, en fait, ils n'existent plus. Non, malheureusement, ils ont fondu. Alors, en termes de ressources en eau, dans ces terrains, ce qu'on appelle des formations superficielles, avec éboulis, moraines, etc., il y a généralement de la glace qui reste, d'autant que cette glace est couverte de plusieurs dizaines de centimètres de cailloux, voire plusieurs mètres de cailloux. Et souvent, cette glace, du coup, elle reste un petit peu plus longtemps, et ça permet quand même d'alimenter, de soutenir les débits de certains torrents, en particulier en contexte caniculaire. Voilà, on va quitter l'eau, on va aller voir du côté de la neige avec
cette vue d'artiste que j'aime beaucoup. On va passer à l'hiver avec un premier document en haut à droite sur l'évolution de l'enneigement dans les Alpes. Alors, le document n'est pas de super qualité, mais on y voit qu'en termes de durée d'enneigement, alors ça c'est à l'échelle des Alpes françaises, on a une diminution de 6 jours par décennie. Donc tous les 10 ans, on perd en moyenne 6 jours de présence de neige. Et si on regarde les jours où on a plus d'un mètre au sol, bien là vous voyez que la tendance est encore plus négative, avec une diminution de 15 jours par décennie. Donc tous les ans, on perd 15 jours avec au moins un mètre de neige au sol. Ça illustre le fait que non seulement les épaisseurs de neige globalement sont moindres les années passant, et puis la durée d'enneigement, donc la période durant laquelle on a de la neige au sol, a tendance à diminuer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer voir dans les prochaines années? Ici, on a 2035, 2050 et 2085. Ça, c'est l'augmentation de la température. Évidemment, la température, elle a un effet direct sur l'enneigement. Vous avez tous constaté qu'en fond de vallée, on a de moins en moins de neige, pas forcément de moins de précipitations. D'ailleurs, on voit que les précipitations hivernales ont légèrement tendance à augmenter. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que les températures, comme elles évoluent très très rapidement, on a de plus en plus de pluie. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois de janvier 2018, il a quasiment plu tout le mois de janvier en fond de vallée. Et donc là, si on regarde des JF comme décembre, janvier et février, eh bien vous voyez que les températures hivernales ont tendance à remonter fort, à se réchauffer fort au fur et à mesure des décennies. C'est presque pire pour les températures estivales, mais ça évidemment ça intéresse moins la neige. Alors là, il y a un autre résultat d'un projet qui s'appelle le projet Adapt Mont Blanc. Il y a un petit pavé très intéressant, si vous ne l'avez pas encore consulté, c'est un rapport sur le climat, donc avec évidemment les scénarios climatiques auxquels on devrait être confronté. Et en plus de ça, il y a des éléments sur les risques naturels, sur l'eau, sur l'agriculture. C'est un document qui date déjà de 2019, donc il faudrait le mettre à jour. Et on y voyait dans ce rapport, donc par rapport à l'enneigement, eh bien qu'on allait perdre 25 jours à 1500 mètres d'altitude sur un versant sud, comme le versant sud de la Flégère, 20 jours à 2000 mètres et une quinzaine de jours à 2500 mètres. Et sur les versants nord, qui sont pourtant plus froids, on voit que les tendances sont également assez fortes, avec une perte qui se chiffre en dizaines de jours également. À l'échelle 2050, et pour un scénario, vous voyez, qui s'appelle RCP 4.5. RCP 4.5, c'est un scénario moyen. Et on sait qu'on n'est déjà pas du tout vers ce type de scénario, mais on prend quand même globalement le chemin du scénario le pire envisagé par les climatologues. Troisième point dans ce que je veux vous raconter ce soir, c'est évidemment les glaciers. Alors les glaciers qui ne vont pas bien, c'est une évidence. Ici, vous avez le glacier du Rhône, là où naît le Rhône. C'est au fond du Valais. Ici, on a une vue en 1855. Et actuellement, évidemment, il y a quand même une belle différence. Encore que cette photo est un petit peu mensongère, puisqu'on voit encore le front du glacier. Donc ça veut dire que c'est une photo qui est déjà un petit peu ancienne. Or, derrière ce que l'on appelle le verrou glaciaire, un lac s'est formé. Et le front du glacier est aujourd'hui beaucoup plus loin. Alors, on essaye plus ou moins de conserver la glace en mettant des géotextiles, des bâches blanches. Ça permet notamment de conserver une grotte, mais ça fait vraiment pas le figure par rapport à l'évolution générale. Si on se rapproche de la maison, vous avez ici une des plus anciennes lithographies de la mer de glace, où on voit que le glacier descendait jusque dans le fond de la vallée, au niveau du village des Bois. Et à cette époque-là, justement, on était au petit âge glaciaire, on avait peur des glaciers. Entre 1641, autour des années 1641-1643, le front du glacier a tellement avancé que des hameaux ont pu être en partie détruits, alors pas forcément par la glace, mais avec les chutes de pierre
issus de l'avancée du glacier. Donc on comparait cette mer de glace à une sorte de dragon qui venait détruire les vallées. Depuis, on a perdu plus de 3 km en longueur. Et si on regarde encore ce scénario trop optimiste 4.5, on voit que autour de 2050, il y aura une déconnexion entre le glacier du Géant et le glacier du Tacul. En réalité, on pense qu'autour de 2045-2050, les deux glaciers qui alimentent la mer de glace, c'est-à-dire le glacier du Tacul venant de la droite et le glacier de l'Échaud venant de la gauche, vont se déconnecter. Et donc on aura plus de mer de glace, puisque la mer de glace, en fait, c'est la jonction entre ces deux glaciers. Donc c'est les 4 derniers kilomètres d'un glacier beaucoup plus grand. On sait ce qu'il y aura à la place. On a modélisé la topographie sous-glaciaire. Il y aura un petit lac dans le premier virage, où c'est marqué 2030, et un très grand lac dans le virage tout au fond, où c'est marqué 2050. Donc peut-être que dans quelques décennies, on fera du pédalo à la place de visiter le plus grand glacier des Alpes françaises. Un autre exemple d'un glacier beaucoup plus petit, le glacier de Sarenne, qui est suivi par le laboratoire IGE de Grenoble depuis des décennies. Vous avez la situation au début du XXe siècle, la situation il y a quelques années. J'aimerais bien la photo de cette fin d'été 2022. Il doit vraiment plus y avoir grand-chose et très vraisemblablement, on voit quasiment plus de glace. De la glace, il doit y en avoir encore, mais cachée sous les dépôts rocheux. Tant mieux pour cette glace, puisque la présence de ces dépôts permet de maintenir la glace plus longtemps. À partir d'environ 10 cm de cailloux, ça commence à protéger. En dessous, ça va accélérer la fonte. Au-delà de 10 cm de cailloux, ça va commencer à protéger la glace. Donc actuellement, sur les derniers recensements, on a 581 glaciers. Le point positif, c'est qu'on a de plus en plus de glaciers. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que les glaciers, en se retirant, il y a des éperons rocheux, des arêtes qui ressortent et qui divisent les glaciers. Donc effectivement, on a de plus en plus de glaciers. Par contre, en termes de surface, ça baisse, ça baisse. Et aujourd'hui, on est en dessous de 250 km², ce qui correspond à une perte de plus de 30% depuis la fin des années 80. Fin des années 70, début des années 80, vous vous souvenez peut-être, on a eu une série d'hivers très très enneigés avec des étés relativement frais, ce qui avait permis aux glaciers de regonfler jusqu'au milieu des années 80. Donc le dernier petit maximum, c'est autour de 86. Ça dépend des glaciers. Ils réagissent plus ou moins rapidement au signal climatique. On revient à 2022. 2022, enfin, l'été caniculaire 2022 a commencé d'une manière bien particulière. Avec, vous reconnaissez ici une photo qui a beaucoup circulé. C'est le glacier de la Marmolada. On est dans les Alpes orientales. Ils ont eu une canicule encore plus précoce que nous, avec des températures très élevées au cours de la première quinzaine du mois de juin. Ça s'est traduit non seulement par une fonte importante du manteau neigeux, mais également par une fonte de la glace. L'eau qui en est ressortie s'est accumulée à la fois dans les crevasses qui délimitaient le front du glacier, mais également dessous. Et de l'eau, ça crée ce qu'on appelle des pressions hydrauliques. Ces pressions hydrauliques ont soulevé la base du glacier et le front du glacier s'est écroulé. Malheureusement, il y avait des alpinistes, pas mal d'alpinistes dessous. Et vous avez peut-être vu les vidéos, il y a plus d'eau liquide que de glace dans ce qui a causé la mort de plus d'une dizaine de personnes. Autre vue, là c'est au mois de juillet. On a ici le secteur des Deux Alpes, avec une comparaison entre le 10 juillet 2021 et le 10 juillet 2022. On voit comme on le voit dans le massif du Mont Blanc, hein, des éperons, des blocs rocheux qui ressortent, et éventuellement très très vite quand l'épaisseur de glace est limitée comme ici aux Deux Alpes. Ça c'est une vue de l'arête qui descend depuis l'aiguille du Midi, alors que vous avez certainement tous fréquenté avec les skis sur le dos. L'été, c'est très impressionnant quand il y a des canicules. Il y a, à une époque, ils bourraient dans la Rimée du foin. Et tout le foin qui a été bourré depuis très longtemps est ressorti. Des blocs qui étaient présents sous la glace, ces blocs se sont déstabilisés parce que le soubassement de glace a disparu. Et puis vous avez ici en haut une vue du secteur de la Dent du Géant, où non seulement toute la neige de l'hiver a fondu. Alors c'est vrai que la neige était déjà pas très abondante, hein. Il n'y a pas eu un hiver fantastique dans ce coin des Alpes l'hiver dernier. Et donc dès le mois de juin, cette épaisseur de neige avait disparu. Donc on a attaqué la neige de l'année précédente, voire même de l'année encore d'avant. Et on arrive à des situations où
on marche sur de la glace vive, alors que normalement, il y a des mètres et des mètres de ce qu'on appelle le névé. C'est un peu la phase transitoire entre la neige fraîche et la glace. C'est le cas par exemple au col du Midi. Au col du Midi, en fin d'été, on était sur de la glace, donc ça veut dire que toute l'épaisseur de neige et de névé présente normalement dessus avait fondu. Alors, ce retrait glaciaire pose évidemment un certain nombre de problèmes aux alpinistes. D'ailleurs, on va plutôt s'intéresser maintenant à ce à quoi les alpinistes sont confrontés. Et notamment, alors pas cette année, parce que là, on n'y a pas accès à cause des travaux pour la nouvelle télécabine qui va descendre sur la mer de glace, mais normalement, les alpinistes descendent par une série d'échelles. Évidemment, des échelles, il y en a de plus en plus. Vous voyez ici l'évolution de la quantité d'échelles. Ça, c'est des travaux qu'on a fait avec un doctorant, Jacques Mouret. Et un de ses premiers résultats, c'était justement de montrer l'évolution du métrage d'échelle pour descendre à la mer de glace et ensuite pour remonter au refuge du Requin, au refuge de l'Envers des Aiguilles, de l'Échaud, de la Charpoix et du Couvercle. C'est partout pareil, avec des échelles qui sont parfois presque déversantes, comme au Couvercle. Quand on est au refuge, on est bien content d'arriver, mais des fois ça se passe pas très très bien. Comme ici en 1998, ce jour-là j'étais aide gardien justement au refuge des Cosmiques, et en début de soirée on a senti tout le refuge vibrer. Alors on imaginait une grosse chute de sérac dans la face nord du Mont Blanc du Tacul, une grosse chute de glace dans le secteur du glacier des Bossons, et on n'imaginait surtout pas ce qu'on a vu le lendemain matin, à savoir une plaque de 600 mètres cubes qui s'est déstabilisée directement sous ce qu'on appelle le cristal. Le cristal, c'est la partie proéminente du refuge, où il y a la cuisine, où il y a quelques dortoirs, notamment pour le personnel. Et une quinzaine d'années après, donc j'ai réétudié ce phénomène et on a montré que ce phénomène est directement lié à la fois à la perte d'épaisseur du glacier depuis la construction du refuge et notamment son inauguration en 1991, mais également quelque chose sur lequel on va revenir, que l'on appelle la dégradation du permafrost. Alors parfois le permafrost n'est pas du tout en jeu. Il y a un refuge qui a pas mal défrayé la chronique ces dernières années, c'est le refuge de la Pilate. Le refuge de la Pilate, il a été construit en 1954 à cheval entre le versant bien stable et un bloc de 400 000 m3. Donc 400 000 m3, ça commence à faire. Malheureusement, ce bloc de 400 000 m3, avec la perte d'épaisseur du glacier, eh bien, la base du bloc a été mise à l'air libre, en quelque sorte, a été mise au jour, et il a commencé à bouger. Et un bloc, quand il bouge de quelques millimètres, ça se traduit au niveau du refuge par l'ouverture de fissures, un décalage également vertical. Pour ceux qui ont fréquenté ce refuge, dans le réfectoire, il y a une marge d'une bonne douzaine de centimètres qui est liée justement à ce phénomène qu'on appelle de la décompression post-glaciaire. Quand le glacier est présent, il appuie très fort sur les versants rocheux. Et quand le glacier perd en épaisseur, évidemment, le versant rocheux se décomprime. Donc parfois, la structure géologique n'est pas favorable à ce que quelque chose se produise. Et puis parfois, comme ici, eh bien, notre bloc de 400 000 m3 a tendance à s'affaisser. Il y a eu une première crise en 2008, suite à quoi on a fait justement une étude pour montrer vraiment le processus en jeu dans cette instabilité. Et il y a eu une nouvelle crise au printemps l'année dernière, donc au printemps 2021. Et suite à ça, pourtant ils avaient rebouché les fissures avant, mais les fissures se sont réouvertes assez largement. Donc la FFCAM, le club alpin français, a décidé d'arrêter de mettre un gardien là-haut. Tout a été muré et donc on a un exemple d'un refuge qui a trop fait les frais du réchauffement climatique et qui du coup est maintenant fermé. En plus de ça, il était de plus en plus difficile d'accéder au glacier de la Pilate, qui était justement l'itinéraire d'accès à toutes les courses d'alpinisme ou presque autour du refuge. Dernier point dans notre voyage depuis le fond de la vallée à Passy jusqu'au plus haut sommet, eh bien, c'est justement les itinéraires d'alpinisme qu'on va regarder de près. Avec une étude que l'on a fait il y a quelques années, on a pris un peu la Bible des alpinistes des années 70, 80, 90, les 100 plus belles courses de Gaston Rébuffat. On a regardé l'état des itinéraires tels que décrits par Rébuffat et on les a comparés avec la situation actuelle pour non seulement identifier tous les processus
géologiques, glaciologiques, géomorphologiques qui interviennent dans ces secteurs-là. Et également de voir si, de quelle manière les itinéraires sont affectés. Donc sur les 100 plus belles, il n'y en a pas beaucoup qui sont non affectés. Il y en a même très peu. C'est le niveau 0. Vous voyez qu'il y a très peu d'itinéraires qui ne sont pas affectés. Après, on a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Niveau 1, on en a pas mal. Alors là, les chiffres sont pas très lisibles, mais en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Le niveau 3, c'est des itinéraires qui sont très affectés par des processus associés au changement climatique. Et la dernière barre, le niveau 4, eh bien, c'est une disparition totale. Et on a déjà 3 disparitions totales. C'est le pilier Bonatti dans la face ouest des Drues, 2005, écroulement. C'est l'école de glace au niveau du front du glacier des Bossons. Le front du glacier des Bossons s'étant tellement retiré, ça fait depuis les années 90 qu'on ne fait plus d'école de glace dans ce secteur-là. Et puis le troisième itinéraire qui s'est écroulé, c'est en 2018, c'est le trident du Tacul. Et puis malheureusement, on a pas mal d'itinéraires qui passent du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3 sur ces dernières années, sachant que ça c'est une publication qui a déjà quelques années. Alors parmi les processus qui interviennent et qui vont affecter justement les itinéraires d'alpinisme, on en a un qui est particulier, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les couvertures glacionivales. Moi, c'est un type de glacier qui m'intéresse énormément, notamment du fait qu'il n'intéressait personne jusqu'à présent. Moi, j'aime bien les choses quand personne s'y est intéressé précédemment. Alors, les couvertures glacionivales, c'est des masses de glace relativement fines, présentes dans des parois permafrost, donc dans des secteurs complètement gelés. D'ailleurs, ça permet de faire aussi un petit point du point de vue glaciologique. Du point de vue des températures, il existe deux types de glaciers. On a tout d'abord ce qu'on appelle les glaciers froids. Voilà, vous êtes très content d'être venu ce soir pour savoir qu'un glacier c'était froid. Non, un glacier froid, c'est un glacier dont la température est largement négative, -2, -5, -10 degrés. Et à cette température-là, la glace, elle colle à la roche. Contrairement à ce que l'on appelle un glacier tempéré, à 0 degré. À 0 degré, il y a toujours de l'eau liquide qui circule à la surface du glacier, dans les crevasses et sous le glacier. Et sous le glacier, ça lubrifie la base de la glace, permettant au glacier de glisser sur la roche. Et bien typiquement, nos couvertures glacionivales, ce sont des glaciers froids. On a vérifié avec des forages à la Tour Ronde, dans le triangle du Tacul, dans la face nord de l'aiguille du Midi. Effectivement, c'est de la glace froide à température très négative. On a par exemple du -5, -6 degrés à la base d'une couverture de glace de 10 mètres d'épaisseur dans la Tour Ronde. Ça, c'est un exemple très lointain, hein, c'est pour avoir un petit peu d'exotisme ce soir. Vaut mieux regarder des photos de secteurs éloignés que d'y aller. Hein. En termes de réchauffement climatique, c'est bien meilleur. On émet moins de gaz à effet de serre comme ça. Alors, on a étudié dans un premier temps 3 couvertures glacionivales, les Grandes Jorasses, la Tour Ronde et le Triangle du Tacul. Et on pouvait s'y attendre, hein, sur les 2-3 dernières décennies, ça baisse, alors même qu'on est haut en altitude et qu'on est en pleine face nord. On a même des couvertures de glace qui disparaissent totalement. C'est le cas par exemple de la face nord des Grands Charmozes, juste au-dessus du Montanvert. Dans les années 80-90, les 2 tiers supérieurs étaient complètement couverts de glace. Et pour la première fois dans l'histoire, à la fin de la canicule 2017, il n'y avait plus de glace du tout dans cette paroi. On a beaucoup travaillé dans le secteur du triangle du Tacul, parce que c'est relativement accessible. Hein, depuis l'aiguille du Midi, il ne faut pas trop longtemps. Et puis on a une belle couverture de glace dans la partie basse. Donc ces couvertures de glace, des fois, elles sont situées vraiment au milieu d'une paroi. Parfois, elles sont situées, comme ici, au-dessus d'un glacier de cirque ou d'un glacier de vallée. Et puis, on a des couvertures glacionivales aussi qui surmontent ce que l'on appelle des... Là, vous avez une couverture glacionivale qui surmonte ce que l'on appelle un glacier suspendu. Donc, un glacier suspendu, c'est à la base une couverture de glace qui a pris en épaisseur, pris en épaisseur, pris en épaisseur, jusqu'à ce qu'il y ait du fluage. Le fluage, c'est la déformation de la glace qui va se matérialiser, par exemple, comme ici, par un front très raide duquel se détachent des séracs. Et donc, nos couvertures glacionivales, en fait, elles ne sont pas suffisamment épaisses pour être affectées par le fluage. C'est pour ça que l'idée que j'avais à une époque, c'était que dans ces couvertures glacionivales, on pouvait avoir de la glace éventuellement très ancienne. Alors,
on a fait des carottages, on verra tout à l'heure, mais on a aussi mis des balises d'ablation de manière à quantifier la fonte dans ces couvertures de glace. Encore une fois, on est en face nord, encore une fois, on est haut en altitude. Eh bien, les étés caniculaires que l'on vit actuellement mettent à mal cette glace. Vous avez ici, par exemple, à la fin de l'été caniculaire 2017, en moyenne, on a perdu quasiment 50 cm d'épaisseur. Alors 50 cm d'épaisseur, ça paraît pas énorme, mais quand on a une couverture de glace qui fait 2 mètres, là, on comprend vite que rapidement, ça peut devenir rocheux notre affaire. On a fait des carottages aussi dans ce secteur-là. On a fait un carottage d'1 mètre, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mètre, je suis arrivé au caillou, et on a daté cette glace. On a daté cette glace. En surface, on avait de la glace de 700 ans, donc ça tendait déjà à confirmer mon idée. À 50 cm de profondeur, 2700 ans, et à 1 mètre de profondeur, au contact glace-roche, 6250 ans. Donc on a montré que les glaces les plus anciennes en surface, on ne les a pas au front des grands glaciers comme à la mer de glace par exemple, où la glace a en moyenne 540 ans. Les glaces les plus anciennes, elles sont collées dans les faces nord. Et donc j'en veux pour preuve, c'est les premières dates obtenues. Plus encore, qu'est-ce qu'on a trouvé? À 1 mètre de profondeur, on a trouvé de l'oxalate d'ammonium. Ça vous fait plaisir, hein? Alors pourquoi c'est intéressant l'oxalate d'ammonium? Eh bien parce que c'est une espèce chimique qui traduit la présence de végétation. Ça veut dire que avant 6250 ans, dans le triangle du Tacul, on avait de la végétation. Ça veut dire qu'on avait un climat qui était totalement différent, peut-être un petit peu plus chaud, et que de la végétation s'était installée. Ensuite, le climat est devenu un petit peu plus frais, un petit peu plus neigeux, ce qui fait qu'une couverture de glace a commencé à se former. Et depuis, elle est restée plantée dans le versant. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est à la fin de cet été 2022, le secteur que l'on a carotté, eh bien, il y a la roche qui apparaît. Donc ça veut dire que on fait fondre aujourd'hui de la glace extrêmement ancienne. Et ça, c'est un élément important pour les alpinistes qui grimpent justement dans ces couvertures glacio-nivales, c'est de savoir qu'ils grimpent sur un héritage glaciaire qui pour nous est intéressant parce que vu que c'est très ancien, on va aussi prendre ça comme une archive climatique pour voir si on arrive à faire dire quelque chose à ces couvertures de glace. Alors, on leur a déjà fait dire quelque chose puisqu'on voit que c'est très ancien, on voit que ça témoigne de la présence de végétation au fond, etc. Mais on espère en dire encore plus à travers de nouveaux forages. Alors par rapport à l'aspect glace froide, glace tempérée, on a plein de secteurs aujourd'hui qui se réchauffent. Et notre glace froide, quand elle passe à glace tempérée, elle commence à glisser. Alors, il y a déjà un certain nombre d'années, il y avait eu ce type d'effet au niveau du glacier de Corbassière, où il y a 5 millions de mètres cubes qui avaient commencé à se déstabiliser. Et on voit très bien ici que le glissement se fait directement sur la roche. Ça veut dire que notre glacier n'adhérait plus à la roche. Et c'est comme ça que, manifestement, notre glacier s'est déstabilisé. Heureusement, le glacier de Corbassière ici a fait une sorte d'effet de butée, ce qui fait que l'ensemble n'a pas créé une grosse avalanche qui aurait pu poser des problèmes de sécurité. Voilà, on voit ici de profil la roche justement qui a émergé et qui a fait plan de glissement. Ça, c'est l'état du glacier suspendu situé directement sous l'aiguille du Midi, qu'on peut appeler le glacier Mallory, c'est la sortie d'un itinéraire célèbre. Et même ces glaciers qui pourtant sont froids ont fondu énormément cette année. Il y a même pendant une période en juillet, il y a carrément eu un torrent sur ce glacier suspendu. Sur un glacier suspendu qui normalement est froid, c'est juste hallucinant. Le petit point, c'est un forage. Alors celui-là, il faisait 12 mètres de profondeur. C'est difficile d'entretenir du matériel, des capteurs, etc. dans ces secteurs-là parce qu'il y a sans arrêt des avalanches, des chutes de pierres. Néanmoins, j'ai eu quelques données de température en 2017. Au fond de ce secteur-là, en 2017, la température était de moins 0,6 degrés. On a refait le forage en 2021, la glace était déjà à 0 degré. Donc ça veut dire que la partie haute du glacier suspendu est déjà à 0 degré. Heureusement, la roche ici, vous voyez, est très fracturée, alors ce qui explique d'ailleurs tous les éboulements, les écroulements rocheux qu'on a pu voir au cours de l'été. Mais ça veut dire aussi que c'est grâce à cette topographie un petit peu chaotique
que vraisemblablement ce type de front de glacier suspendu arrive à se maintenir. Sans quoi, comme dans certains secteurs, par exemple vers Tignes, il y a 2 ans, il y a le front d'un glacier suspendu qui s'est complètement écroulé. Et on a pas mal de cas comme ça dans la période récente de fronts de glaciers suspendus qui se déstabilisent en lien avec ce passage glace froide, glace tempérée. Alors après les problèmes de glace, on a aussi des problèmes d'eau. C'est pas forcément un problème pour les alpinistes, mais je le mentionne, avec un petit lac dont on a parlé en début d'été, le lac des Bossons, le lac du glacier des Bossons, qui se développe depuis 2019. Donc antérieurement, il n'existait pas parce que le glacier était présent. Comme le front se retire dans ce secteur-là, ça a libéré une sorte de cuvette dans laquelle l'eau s'accumule. Et fin du mois de juin, début du mois de juillet, il a fallu abaisser le seuil pour éviter que le volume de flotte soit trop important et puisse poser des problèmes de sécurité pour le village des Bossons dans lequel j'habite. Enfin, des problèmes rocheux, et on terminera par ces aspects-là avec un premier exemple dont vous avez peut-être entendu parler, c'est dans le Val Bondasca, c'est dans le canton des Grisons, c'est en Suisse, on ne peut pas tellement aller plus loin en Suisse. Et là, on a un sommet qui s'appelle le Piz Cengalo. Vous connaissez peut-être le Piz Badil, il est plus connu. Juste à côté, il y a le Piz Cengalo. Ça, c'est la situation du Piz Cengalo le 22 août 2017. Et ça, c'est la situation un jour après. Et entre les deux, on a quand même une paroi qui s'est écroulée sur 700 mètres de haut. Et on a 3,1 millions de mètres cubes qui sont tombés. Il y avait un petit glacier en dessous. Le glacier a été complètement raboté. Du coup, à l'avalanche rocheuse initiale a été incorporé beaucoup d'eau. Ça a produit une coulée boueuse qui a parcouru 6 km. Et au terme de ces 6 km, malheureusement, il y avait un village, le village de Bondo, qui a été en partie détruit. Il y a une centaine de bâtiments qui ont été très endommagés ou détruits. Heureusement, cette paroi était sous surveillance, puisqu'en 2014, il y a déjà 1 million de mètres cubes qui étaient tombés. Ça avait détruit des chalets d'alpage, ça avait détruit un alpage. Par contre, ce n'était pas descendu trop bas. Et suite à ça, mes collègues à Davos ont mis en place une instrumentation pour suivre la paroi. Et quand ils ont vu qu'il y avait une forte accélération dans le mouvement, ils ont évacué le village et ils ont bien fait, puisque il y a eu ensuite cet événement. On peut peut-être sortir juste du Cengalo pour voir ce que ça donne. Voilà, 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 voilà. Tout à l'heure. Voilà, on revient. Il y a pire encore. Il y a pire encore. On va vraiment s'éloigner. Alors, c'est pas ce que je voulais. Non, là, ça va pas. Continuer comme ça. Donc il y a pire. Ça, c'est un exemple en février 2021 en Inde. Et là, le volume est bien supérieur. On a autour de 25 millions de mètres cubes qui sont tombés. Ça a créé une énorme avalanche qui a parcouru des dizaines de kilomètres et qui a fait environ 200 morts. Ça, c'est la situation avant l'événement. Ça, c'est la situation après. Donc vous voyez qu'il y a de la poussière sur des centaines de mètres le long des versants. La situation avant, la situation après. Il y a une énorme masse rocheuse qui est tombée, mais en plus de ça, sur cette masse rocheuse, on avait 2 glaciers suspendus. Les glaciers suspendus sont partis avec, sur une largeur vraiment très importante. Il y avait déjà eu un phénomène un peu annonciateur en 2016. C'est parti beaucoup plus gros en 2021. C'est parti sur 550 mètres de large. Et en termes d'épaisseur,
on est jusqu'à autour de 150 mètres d'épaisseur. Donc là, c'est vraiment un phénomène absolument extrême. Mais ce type de phénomène devient de moins en moins rarissime. Alors celui-ci, c'est le plus gros évidemment, mais on commence à voir augmenter la fréquence de ce type de phénomène majeur. Donc on alerte, hein, ici vous voyez deux anciens ministres auxquels on essayait de faire comprendre quelque chose, je crois que c'était en 2015 pendant la canicule. Ils ont écouté de manière très studieuse. Je ne suis pas sûr que ça ait fait grand-chose. Bon, voilà, on essaie de communiquer sur ces aspects. Et quand on arrive à des étés caniculaires comme celui-ci, on se dit que réellement, la prise de conscience, elle est importante, mais maintenant, il faut passer à l'action. Donc là, vous reconnaissez la face nord de l'aiguille du Goûter qui s'est écroulée très régulièrement. Ça, c'est la face nord de la Tour Ronde. La Tour Ronde qui est un sommet normalement très fréquenté, très fréquentable. Là, vous avez un double écroulement dans la face nord et dans la face est, exactement en même temps. Plusieurs centaines d'écroulements rocheux. Donc quand je parle d'écroulement, c'est au-delà de 100 mètres cubes qui se sont produits cet été. Alors le phénomène déclencheur, c'est ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est les terrains durablement gelés. Et ce gel permanent, évidemment, c'est quelque chose qui ne se voit pas, sauf si vous avez une caméra thermique à la place des yeux. Donc pour nous, il faut le mesurer, il faut mettre des capteurs de température dans ces parois. C'est ce que vous avez par exemple ici. Donc si vous croisez ça en grimpant, ne tirez pas trop dessus parce que ce n'est pas une prise très stable. Et ça permet d'enregistrer les températures en continu sur plusieurs années pour nous renseigner sur l'état du permafrost, au moins en surface. Et avec ces données, on est capable de modéliser la distribution du permafrost pour savoir quelle est en surface sa température. Donc là, avec plein de couleurs qui correspondent à autant de types de température. Et ce permafrost, donc, qui est un état thermique, permet la présence de glace dans les fissures. C'est une glace qui est éventuellement très ancienne et qui a aujourd'hui un rôle de ciment. On parle de béton de glace, de ciment de glace, et cette glace a tendance à cimenter les montagnes. Alors, on lit dans la presse que les Alpes s'écroulent. Non, les Alpes ne vont pas s'écrouler en intégralité. On a plein de sommets qui auront beau dégeler, ça ne va pas bouger. Parce que géologiquement, la structure n'est pas favorable aux écroulements. Par contre, on est quand même souvent en situation où cette glace va servir de ciment et sans elle, ça peut s'écrouler. On recense tout au long de l'année, depuis déjà 2007, tous les écroulements qui se produisent dans le massif du Mont-Blanc. Et là, on a fait une comparaison entre deux étés caniculaires, 2003 et 2015. Et vous voyez que les écroulements ne se produisent pas forcément à 0 degré. Déjà vers moins 1, moins 2, moins 3 degrés, vous avez des pics de fréquence. Et ça montre qu'en fait, il ne faut pas forcément attendre que la glace fonde pour que ça s'écroule. Déjà vers moins 1, moins 2, moins 3 degrés, mécaniquement, la glace est moins résistante. Et c'est justement à ces températures-là que les écroulements se produisent. Donc on a véritablement un danger croissant en haute montagne. Avec un itinéraire que tout le monde connaît, c'est la traversée du couloir du Goûter. 102 morts entre 1990 et 2017. Si on avait un tronçon autoroutier avec autant de morts, ça fait belle lurette qu'on aurait fait quelques travaux. Là, il se trouve qu'on est en montagne, les travaux, ça ne se fait pas aussi facilement. Mais je voudrais surtout parler, moi, de l'été 2022. L'été 2022, on a une situation qui était vraiment très critique, avec beaucoup de risques objectifs pour les alpinistes, pour les guides. Et pour autant, eh bien, on a très très peu d'accidents. Donc ça veut dire que la population des alpinistes, et en particulier des guides, a une capacité d'adaptation très importante. Et cette capacité d'adaptation, eh bien moi j'ai envie de la pousser. Il y a encore quelques semaines, le préfet me demandait qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Est-ce qu'il faut faire des cartes, etc. Avec les données dont on dispose. Je peux vous faire une carte de risque en haute montagne, mais ça, je ne veux surtout pas le faire parce que justement, si ça va sur le bureau du préfet, il va se dire, voilà, on est en canicule, on ferme ça, 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 ça. Ça me plaît pas du tout. Moi, je veux vraiment optimiser la sensibilisation auprès des guides, des gardiens de refuge, des alpinistes, etc., pour augmenter le niveau de vigilance et identifier, par exemple, des phénomènes précurseurs, des signaux précurseurs qui pourraient nous alerter sur l'occurrence d'une chute de glace, d'une chute de pierre, etc. Et finalement, j'espère que ça y participe. Et on voit qu'en termes d'accidentologie, d'accidentalité, un été très caniculaire comme celui-ci,
et finalement peu accidentogène. Et donc je félicite tous ceux qui fréquentent la haute montagne en bonne intelligence. Alors par rapport au permafrost, il y a quand même un secteur qui nous titille, c'est le sommet de l'Aiguille du Midi. Alors qui nous titille déjà parce que pour nous c'est un véritable laboratoire. Ça fait depuis 2005 qu'on y met des capteurs en tout genre pour étudier le permafrost, parce qu'on est haut en altitude et on a des parois raides, donc pour étudier le permafrost de parois c'est quand même un site idéal. Et parmi ce qui a été mis en place, on a par exemple des forages de 10 mètres de profondeur dans la roche, ce qui nous permet de mesurer les températures jusqu'au cœur de la masse rocheuse. Et à 10 mètres de profondeur, on voit qu'on a quand même une variabilité saisonnière importante. On voit d'ailleurs que ce n'est pas au cœur de l'été qu'on a les températures les plus élevées, mais c'est en début d'hiver. Donc ça veut dire qu'il faut du temps pour que la chaleur elle pénètre dans les terrains. C'est ce qui explique d'ailleurs que la fréquence des écroulements, on l'a plutôt au cœur de l'été. Par contre, les plus gros événements, on les aura plutôt l'automne, voire même en début d'hiver. On a pas mal d'exemples dans la période récente d'événements importants qui se sont produits bien des semaines après le cœur de l'été. Et puis on voit que les tendances, elles sont quand même à l'augmentation. Et en moyenne, on est autour de plus 1 degré par décennie, ce qui est plus important que l'élévation des températures de l'air. Et ça, c'est notamment lié au fait que les montagnes se réchauffent par différents côtés. Pour autant, si le sommet de l'Aiguille du Midi est devenu pour nous un véritable laboratoire, eh bien, on peut féliciter les anciens qui ont mis quand même le téléphérique au bon endroit. C'est-à-dire que le téléphérique, alors je n'arrive pas à enlever les documents, l'ensemble des infrastructures sont implantées sur des compartiments rocheux qui sont enchâssés très profondément dans le versant, ce qui laisse supposer une très bonne stabilité pour les prochaines années, peut-être toutes prochaines décennies. On vérifie quand même la stabilité de l'ensemble à l'aide d'extensomètres pour voir comment les fissures évoluent. Alors les fissures, naturellement, elles s'ouvrent et elles se ferment au cours d'une année, mais on a vraiment une cyclicité qui est très contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de signaux d'alerte au sommet de l'Aiguille du Midi pour l'instant. Alors je dis pour l'instant, on verra dans 10-15 ans ce qu'il en est. C'est sûr que notre niveau de vigilance à nous scientifiques a tendance à augmenter par rapport à ces infrastructures de haute montagne. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout inquiet, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse ou au niveau des réseaux sociaux. Pour autant, on est capable de modéliser ce que sera l'état du permafrost à telle ou telle échéance. Là, on a modélisé pour 3 sommets. GM, c'est les Grands Montets. Alors, en ce moment, on n'y monte plus très facilement parce que le téléphérique a brûlé en 2018, mais il est prévu de le reconstruire. Ensuite, vous avez l'Aiguille du Midi et GPA, c'est le Grand Pilier d'Angle. Vous voyez que les altitudes sont différentes. Grand Montet 3003, l'Aiguille du Midi 3008 et Grand Pilier d'Angle 4003. Et bien sur la situation actuelle, donc autour de 2015, vous voyez que les températures se sont bien réchauffées, en particulier en surface, où au Grand Montet, en surface, on n'a même plus de permafrost. Et si on se place vers 2100, on voit que les Grands Montets auront complètement dégelé. L'Aiguille du Midi aura complètement dégelé. Il va falloir remonter au-delà de 4000 mètres d'altitude pour retrouver du permafrost. Donc ça, c'est des modélisations qui sont faites avec ma collègue Florence Magnin, et qui illustre le fait qu'on n'en a pas encore terminé avec les grandes déstabilisations rocheuses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de travail vis-à-vis des gestionnaires d'infrastructures. Il y a plus une semaine en ce moment, l'été, où j'ai pas un appel de Tignes, de l'Alpe d'Huez, des arcs par rapport à des pylônes qui bougent, par rapport à des gardes de télésièges qui se fissurent, parce que tout simplement ces infrastructures ont été installées dans des zones à permafrost, et ce permafrost se dégradant, la stabilité des terrains est remise en question. Dernier petit point sur le permafrost, on a tout à l'heure parlé de l'âge des glaces de surface. Et quand un écroulement comme celui-ci se produit, là on est dans la face nord de l'Aiguille du Midi en 2018, tout un éperon s'est écroulé, et dans la partie haute, on a retrouvé de la glace. Donc c'est sûr que ce n'est pas des secteurs qui sont très agréables à fréquenter, mais quand on voit autant de glace, pour un géomorphologue, on a envie de récupérer de la glace. Et pour le coup, on a bien fait, puisque dans la partie externe de la cicatrice, la zone qui s'est écroulée, on a de la glace de 900 ans, un petit peu plus loin 2850 ans, et plus de 4000 ans dans la partie centrale de la cicatrice. Donc là encore, on a de la glace très ancienne, qui n'avait jamais été affectée par le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on arrive suffisamment profondément pour dégrader de la glace aussi profonde.
Ça, c'est l'état de la mer de glace il y a longtemps. Là, je voulais juste vous parler un tout petit peu climat pour terminer. Ça, c'est issu du dernier rapport du GIEC, où le scénario moyen, c'est globalement 2,5 degrés. Or, je vous ai dit que 2,5 degrés, bah, fallait le multiplier par 2 ou par 3 pour avoir ce à quoi on sera confronté ici dans le pays du Mont Blanc. Donc on arrive déjà à des températures qui font très très peur. Quand on voit l'état de la haute montagne, pour ne serait-ce que 2 degrés en plus à Chamonix, on a même nous, scientifiques, du mal à se projeter dans un climat de plus 5, plus 6 ou plus 7 degrés, évidemment. Sachant que depuis le dernier scénario du GIEC, il y a déjà eu du travail scientifique et certains articles comme celui-ci dans Nature, vous voyez, le climat moyen, c'est pas 2,5 degrés, c'est 4 degrés. Donc là, j'ose même plus réfléchir à du plus 8 ou plus 10 degrés. C'est sûr que notre montagne, nos environnements de montagne vont encore beaucoup, beaucoup évoluer. Merci pour votre attention. Merci Ludovic Ravanel pour ce brillant exposé. En fait, ça fait un peu peur quand même, hein. On va essayer de ne pas cauchemarder cette nuit, je pense. Je vous propose qu'on passe à des questions. Donc, est-ce que dans le public, il y a des gens qui souhaitent intervenir? Donc, la première est toujours la plus difficile. Donc, qui se lance?